On va terminer avec un résumé des 4 algorithmes qu'on a vus jusqu'à maintenant, puis comment ils procèdent. On a vu l'approche de méthode des moindres carrés. À ce moment-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à traiter le problème comme un problème de régression linéaire, comme on l'a vu avant, ou linéaire avec des fonctions bases qui pourraient rendre le problème non linéaire. Donc, je suppose que ma cible a été générée d'une gaussienne. C'est clairement pas approprié parce que ma cible, ben, dans le cas binaire, c'est 0 ou 1. Tandis qu'une gaussienne, ça prend des valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est clairement pas approprié, mais c'est une approche simple qu'on pourrait utiliser. Dans ce cas-ci, en fait, les cibles, on utiliserait 1 ou moins 1, contrairement aux autres approches. On calculerait cette expression-là ici, puis ça correspondrait à faire notre entraînement. Notre hyperparamètre, ben, c'est la constante de régularisation ici. Puis, pour ce qui est de faire ma prédiction, ben, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire, je calcule mon y de x, qui est w transpose fois x plus w0. Ou si j'ai des fonctions de base, ça serait juste w transpose fois la représentation sous forme de fonction de base de mon entrée. Puis si c'est plus grand ou égal à 0, je dis que c'est dans la classe 1, sinon classe 2. L'analyse discriminante, ben, qu'est-ce qui change? On remarque que la prédiction est exactement pareille. Tout ce qui change, c'est qu'on a essayé en fait de maximiser un ratio entre c'est quoi la variance des projections à travers les classes par rapport à la variance à l'intérieur des classes pour une projection donnée. Puis la projection, c'est quand je multiplie par W ici. Okay. Puis ben, l'entraînement, c'est quoi? C'est de prendre la moyenne sur les classes 1 moins la moyenne sur la classe 2, multiplié par une matrice qu'on inverse qui ressemble à une matrice de covariance ici. Okay. Puis, je prends ce vecteur-là et je le normalise. Okay, donc, j'ai pris la valeur de W que j'ai calculée ici, puis je m'arrange pour que le vecteur en question, il y ait une norme de 1. En fait, il y a une erreur ici, ça ne devrait pas être de 2 ici. Donc, je divise par la norme de W. Okay. Et pour ce qui est de calculer à ce moment-là le biais W0, on pourrait essayer différentes valeurs, puis regarder sur un ensemble de validation, prendre la meilleure valeur. Mais une approche qui est quand même raisonnable, c'est juste de prendre la moyenne de la projection sur la projection de la moyenne de la classe 1 et de la moyenne de la classe 2. C'est une autre approche. Donc ça, c'est l'entraînement. Calculer ces formules-là ici, mais la prédiction, lors d'une prédiction sur une nouvelle donnée, se fait exactement de la même façon. On a l'approche probabiliste générative. Dans ce cas-ci, on a vraiment un modèle qui essaie d'expliquer comment est-ce que mes données ont été générées, puis d'une façon qui tient en compte le fait que les cibles T, c'est soit 1 ou 0. Donc, finalement, c'est un événement qui est binaire, comme une distribution Bernoulli. Donc, on suppose que la probabilité qu'un X appartienne à la classe C1, donc j'observe une entrée X puis qui appartient à la classe C1, c'est la probabilité que j'ai choisi qu'il soit dans la classe C1 puis que j'ai ensuite généré mon entrée X. Puis, cette distribution-là, ça va être une gaussienne centrée à une moyenne mu1. Puis, pour ce qui est de la classe C2, c'est la même chose. Là, la probabilité que ce soit à C2, c'est 1 moins pi, à moins la probabilité d'être dans la classe C1. Puis, là, je suppose que j'ai une gaussienne, mais qui est centrée à un endroit différent, à une moyenne mu2 différente. Puis là, je calcule ces différentes quantités-là, la moyenne par classe, une matrice de covariance pour toutes les données, mais pondérée comme ça ici, et ma probabilité que ça appartienne à la classe 1 selon les fréquences relatives dans mes données. Puis, je calcule W et W0 avec cette formule-là ici. Une fois que j'ai fait ça, pour faire les prédictions, comme d'habitude, je calcule Y, je regarde si c'est plus grand ou égal à 0, si oui, c'est classe C1, sinon la classe C2. La régression logistique, ce qui est différent, c'est qu'on va juste avoir un modèle pour la probabilité que ça appartienne à C1, sachant X, plutôt que d'avoir une probabilité jointe sur la probabilité que ça appartienne à C1 et que je vois X, ou la probabilité que ça appartienne à C2 et que j'observe X. Et là, pour faire ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je n'ai pas une belle formule analytique pour mes paramètres. Il faut que je fasse une procédure comme la descente de gradient, où itérativement, je vais améliorer mon paramètre W en le prenant et en allant dans la direction opposée du gradient de la log vraisemblance négative, de moins le log de la probabilité de mes données d'entraînement. Mais la prédiction reste exactement la même. Donc, pourquoi avoir différents algorithmes? Bien, évidemment, c'est parce qu'ils ont une performance différente. Okay? Donc, on se rappellera que la raison pour laquelle on a eu à avoir ces 4 algorithmes différents-là, c'est que, bien que ce qui nous intéresse, c'est l'erreur de classification,
l'erreur de classification, on n'est pas capable de l'optimiser directement. C'est un problème qui est NP difficile. Il a fallu qu'on prenne différentes approches qui avaient des inspirations différentes. Puis ces différentes approches-là, c'est un peu comme une approximation du vrai problème qui est de minimiser l'erreur de classification. Puis ça va donner des erreurs différentes, des performances différentes. Donc, il y a deux exemples ici, où des cas où parfois ça va presque donner la même chose, mais parfois ça va donner des performances vraiment différentes. Donc, on a ce premier exemple-là où mes données d'entraînement, j'ai les rouges ici, mettons la classe 1, puis ça c'est la classe, disons, 2. La surface de décision des moindres carrés est illustrée avec ce couleur-là. Avec ce couleur-là, la régression logistique. Okay. Là, on voit que dans ce cas-ci, il y a clairement juste une solution. La droite devrait passer ici, puis les deux, moindre carré ou régression logistique, le trouvent. Okay. Par contre, un problème où j'ai un jeu de données qui est un petit peu plus compliqué, où en fait, pour cette classe-là ici, je crois que j'avais dit la classe 2, en fait, j'ai en plus des entrées qui se trouvent quand même pas mal loin de ce que j'aimerais trouver, à savoir ici. Okay. Puis la solution des moindres carrés, là, elle se gourre un peu. Là. On voit qu'ici, elle se met à mal classifier, en fait. Elle met les données du mauvais côté de la surface de décision. La raison pour laquelle on a ça, c'est qu'il faut se rappeler que la solution des moindres carrés, c'est juste une prédiction linéaire qui essaie de prédire exactement, si ça c'est la classe 2, ça va être exactement moins 1 pour tous ces points-là et ces points-là. Mais parce que c'est une fonction linéaire, plus je m'éloigne de ma surface de décision, plus mon y de x augmente. Fait que si je veux avoir quelque chose qui, en moyenne, la différence au carré de ma prédiction va être toujours va être proche de moins 1, que je sois ici ou ici, je vais m'arranger finalement pour avoir une espèce de solution mitoyenne. Okay? Ou finalement, peut-être qu'il prédit moins 1 à genre ici, ce qui fait qu'ici, il est à moins 1,5, puis ici, il est peut-être à moins 0,5, donc en moyenne, c'est pas trop mal. Okay? Parce que la régression logistique, elle essaie juste d'assigner une probabilité de 1, ou en fait une probabilité de 0 que ça appartienne à la classe 1 pour toutes ces observations-là ici. Okay? Parce que c'est dans la classe C2. Puis à cause de la sigmoïde, c'est facile pour moi de m'arranger pour prédire 0. Il faut juste que je m'arrange pour que W transpose fois X plus mon biais, que ce soit très négatif. Là, tout va être écrasé à 0, okay? Parce que ma sigmoïde, elle écrase à 0 quand c'est négatif. Ce qui fait que, dans le fond, que ce soit ici ou là, je vais assigner une probabilité à 0, très proche de 0, puis ça va bien satisfaire mon critère d'entraînement. Donc, ça démontre un peu que la régression logistique est un petit peu plus appropriée, entre autres parce qu'on a tenu compte du problème, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, mes cibles ne sont pas gaussiennes, c'est vraiment une observation binaire qui peut être soit 1, soit 0.